Chers petits amis, c'est le professeur Aronnax qui vous parle. Par ce bel après-midi de mai 1867, je viens d'embarquer à bord de l'Abraham Lincoln, toujours suivi de mon fidèle domestique Conseil, un brave flamand que j'aime et qui me le rend bien. L'Abraham Lincoln, un des meilleurs trois-mâts à vapeur et à voile de la marine des États-Unis, appareille en ce moment même. Ces deux cheminées crachent des torrents de fumée noire. Sur le pont du navire, les matelots courent aux manœuvres, suivant les ordres du commandant Farragut. Allô, ingénieur. Quelle pression? 3,5, commandant. Faites monter à 5. Nous partons dans un quart d'heure. Bien, commandant. Le commandant Farragut. C'est moi, monsieur? Bonjour, commandant. Je suis le professeur Pierre Aronnax du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Le gouvernement des États-Unis m'a invité à suivre votre chasse aux monstres à bord de l'Abraham Lincoln. Je vous attendais, monsieur Aronnax. Soyez le bienvenu. Votre cabine est prête. Tandis que Conseil s'occupe de notre installation dans la cabine, je m'attarde un instant sur la passerelle de l'Abraham Lincoln. C'est une dangereuse expédition à laquelle nous allons participer. Nous nous lançons à la poursuite d'un monstre mystérieux qui s'attaque aux navires et les coule parfois, puis disparaît sans que l'on puisse savoir à quelle espèce il appartient. On sait seulement qu'il est immense, doué d'une force terrifiante, capable de transpercer de son éperon les coques les plus solides et de s'enfuir en distançant les bateaux les plus rapides. Le commandant a reçu mission de le détruire. Sommes-nous en pression? Oui, commandant. Larguez les amarres! En avant! À petite allure, nous descendons la rivière Hudson. Et à 8 heures du soir, nous fendons à toute vapeur les flots sombres de l'Atlantique. Une histoire du tonnerre, tonnerre de Brest, ça court dans la marine. Faut en prendre un peu et laisser tout le reste. Depuis Jonas et l'arche de Noé, tout ce que les marins ont raconté, c'était fort de café. La mer morte, autrefois, était belle et bien vivante, mais une fois qu'elle m'a pris dans une tourmente, je l'ai tuée, car c'était bien mon droit. Et hissé du cacatois, vive la marine en bois. Bravo, Stoppy! Bravo, mon petit Boc! Chante avec moi! Une histoire du tonnerre, tonnerre de Brest, ça court dans la marine. Faut en prendre un peu et laisser tout le reste. Depuis Jonas et l'arche de Noé, tout ce que les marins ont raconté, c'était fort de café. Vous ne savez pas... J'admire la bonne humeur de notre ami le Canadien Ned Land, monsieur. Depuis 6 semaines, nous avons quitté New York et nous sommes maintenant au début de juillet. Pourtant, il chante toujours avec son phoque pour distraire l'équipage. Sans doute espère-t-il encore harponner la bête et gagner la prime de $2000. Ah, si monsieur avait bien voulu m'écouter, nous serions maintenant de retour à Paris. Combien de temps vais-je conserver ma belle assurance? Nous voici à la fin de juillet, en plein océan Pacifique. Les longues vues fouillent l'horizon, toujours en vain. Après l'enthousiasme des premiers jours, l'équipage se laisse aller au découragement.
Quand je pense aux collections de monsieur, aux archéothériums, aux iracothériums, aux chéropotamus et autres carcasses de monsieur que nous avons laissées pour poursuivre ce monstre fantôme, monsieur me permet-il de donner mon avis? Ceci est une sotte affaire, et je pense que l'on se moquera de monsieur. Vraiment, Conseil? Oui, monsieur. Ou cette bête n'a jamais existé, ou elle est déjà morte dans quelque coin de l'océan. Quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur, on ne s'expose pas. Ohé! La chose en question sous le vent par le travers de nous! Nous nous précipitons au bastingage. Ned Land ne s'est pas trompé. À 3000 sous le vent, un objet noirâtre émerge des vagues. Cela ressemble à un immense cigare flottant. La bête se promène tranquillement, laissant derrière elle un sillage d'écume blanche. Chargez les soupapes, en avant toutes! Gouvernez sur le monstre! Si vous le permettez, commandant, j'irai m'installer sur les sous-barbes de Beaupré. Si nous arrivons à bonne distance, je harponne! Allez, Ned Land. Faites monter la pression! Nous sommes à 6,5, commandant. C'est le maximum. Chargez à 10! Conseil, sais-tu bien que nous allons probablement sauter? Comme il plaira, monsieur. Eh bien, professeur, nous voici en présence de la bête. De quelle espèce est-elle, selon vous? Regardez la lumière qu'elle émet, commandant. Je pense à un gigantesque narval électrique. Mais son allure défie notre frégate. Nous n'approcherons cette bête que si elle y consent. Sans doute, monsieur. Pourtant, je ne pense pas qu'elle distance les boulets de canon. Canonnier, chargez la caisse de l'avant! Feu! Le boulet glisse sur l'animal comme s'il était blindé avec des plaques de 6 pouces. Attention, le voici qui vient sur nous. Là-bas, mouvement, tout! Machine arrière! Trop tard, monsieur. La bête nous échappait, nous ne lui échapperons pas. À une vitesse stupéfiante, le monstre furieux se précipite droit sur l'Abraham Lincoln. Un choc épouvantable m'arrache du bastingage et me précipite à la mer. À moi! À moi! À moi! Si monsieur veut bien avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur moi, monsieur nagera beaucoup plus à son aise. Conseil, tu as aussi été précipité à la mer? Non, monsieur. Mais étant au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. Et l'Abraham Lincoln? Il est déjà loin, monsieur. L'hélice et le gouvernail sont brisés. Il ne gouverne plus. Conseil, tu as entendu? Oui, monsieur. La voix de Ned Land. Oui! Oui! Ici, mes amis! Prenez place sur mon fût! Où sommes-nous, Ned? Je ne sais pas, professeur. On dirait un écueil flottant. Je m'y suis installé avec Snoopy. Et depuis 1 heure, nous dérivons au gré des vagues. Que monsieur me pardonne, mais cet écueil ressemble à notre monstre à s'y méprendre. Conseil, as-tu jamais vu un poisson avec des écailles de tôle? C'est un bateau, mes amis. L'animal que vous vouliez harponner, Ned, a été construit par la main des hommes. C'est un bateau sous-marin. Sous-marin? Eh bien, sous-marin ou pas, ce bateau ne marche pas tout seul. Il a un équipage pour le conduire. Et il faut lui demander asile sans attendre. S'il lui prenait fantaisie de plonger, je ne donnerais pas $2 de ma peau. Ouvrez! Ouvrez donc, navigateur peu hospitalier! Curieux équipage. Je n'ai jamais vu de marin ainsi vêtu. Quel costume étrange. Décidément, je préfère avoir affaire aux cétacés. Et pas le moindre harpon pour se défendre. Il nous fait signe de l'accompagner. Suivons-le, mes amis. Nous pénétrons dans l'étrange navire à la suite de l'homme mystérieux. Ned Land et Conseil sont visiblement inquiets. Je m'efforce de paraître calme,
Mais j'avoue ne pas être très rassuré moi-même. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle. Notre guide nous introduit dans une sorte de salon richement décoré, aux murs tendus d'étoffes rouges sombres. Assis devant un grand piano-orgue, un homme au visage noble se lève à notre entrée. C'est évidemment le commandant de cet étrange bateau. Je me fais connaître et lui présente mes compagnons tout en lui expliquant rapidement notre aventure. Messieurs, les circonstances ont voulu que vous surpreniez un secret qui doit rester ignoré de tous et rien ne m'oblige à vous donner l'hospitalité. J'ai rompu avec la société entière pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier et vous resterez pourtant à mon bord puisque la fatalité vous y achetez. Voulez-vous dire que nous devons renoncer à revoir jamais nos patries? Nous n'avons pas le choix, maître Land. Je ne vous ai pas invité sur le Nautilus, mais puisque vous y êtes, vous y demeurerez. Mais vous serez libre d'ailleurs de circuler à l'intérieur de mon navire. Je vous connais, monsieur Aronnax. Ah. J'ai apprécié vos ouvrages sur les fonds sous-marins. Et je pense que vous, du moins, vous ne regretterez pas cette croisière inattendue. Monsieur a entendu. Ce sont les réservoirs de plongée du Nautilus qui s'emplissent. Nous allons naviguer à 50 mètres de profondeur. Monsieur le professeur, désirez-vous observer directement bêtes et plantes de la mer? Il vous suffit d'appuyer sur le bouton que voici. Ce hublot gigantesque ouvre une fenêtre sur la flore et la faune océane. À travers la vitre qui nous sépare de cette mer sous laquelle nous naviguons, les profondeurs sous-marines apparaissent éclairées par les phares puissants du Nautilus. Des milliers de poissons de toutes tailles, de formes les plus étranges, défilent devant mes yeux, attirés tels des papillons de nuit par la nappe lumineuse qui rayonne du navire. Je distingue des spars rayés, aux nageoires variées de bleu et de jaune, des scombres japonais au corps bleu à la tête argentée, des mules barberins marqués d'une double raie noire, des gobies éléotres tachetés de violet sur le dos. Jamais il ne m'a été donné de surprendre ainsi ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel. Messieurs, notre déjeuner nous attend. Vous devez être affamés. Si vous voulez me suivre, nous passerons à table. À vos ordres, capitaine. Mais de quel nom dois-je vous appeler? Pour vous et vos compagnons, professeur, je suis le capitaine Nemo. Maître Land semble apprécier la cuisine du Nautilus. Vraiment, capitaine, cette viande est excellente. Ce que vous mangez en ce moment, Maître Land, est du filet de tortue de mer. Tous les aliments qui sont sur cette table sont des produits de la mer. Même ceci qui a le goût de porc? Ce sont des foies de dauphin, monsieur Conseil. Je n'utilise jamais rien qui vienne du continent. Les vêtements que je porte et ceux de l'équipage sont faits d'algues spécialement apprêtées. Ce qui reste inexplicable pour nous, capitaine, c'est la création de votre Nautilus. Où et par qui a-t-il pu être construit dans un si grand secret? Sur une île déserte, professeur. Ah. Le Nautilus fut composé de pièces venant de tous les coins du globe et assemblées par moi-même et mes compagnons. Quant à l'énergie qui l'anime, elle vient aussi de la mer. C'est l'électricité. Et maintenant, monsieur le professeur, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres. J'ai suivi le capitaine Nemo à travers les coursives du navire qui mènent à la chambre des machines. Les dégagements de gaz que vous percevez sont produits par l'emploi du sodium, grâce auquel je produis l'électricité qui éclaire, chauffe et anime le Nautilus. Comme vous le savez, l'eau de mer est composée en grande partie de ce sodium. J'ai donc à ma disposition une réserve inépuisable d'énergie. Et quelle vitesse obtenez-vous ainsi? Environ 50 000, ce qui, en vos mesures françaises, je crois, fait près de 80 km/h. Vous plairait-il, professeur, de m'accompagner avec vos amis pour une promenade en forêt? Vous allez donc à terre, capitaine? Non, monsieur Land. La forêt dont je parle est une forêt sous-marine de l'île Crespo. Notre promenade se fera au fond des mers. Veuillez me suivre, messieurs, nous allons revêtir nos scaphandres. Dans le vestiaire du Nautilus, nous revêtons de grandes combinaisons de caoutchouc. On nous fixe aux pieds de lourdes semelles de plomb qui nous permettront de marcher au fond de la mer sans être repoussés vers la surface. Puis, on nous place sur la tête de grandes sphères de métal garnies de hublots.
Et là, nous allons étouffer là-dedans. Ne craignez rien, maître Land. Les bouteilles d'air comprimé que vous portez à vos bretelles vous permettent de respirer librement. Ah, munissez-vous aussi de ces carabines. Oh, elles nous seront inutiles. Comment s'en servir sous l'eau? La poudre sera mouillée. Pas de poudre, maître Land. Ici encore l'électricité. Mais les balles ne sont-elles pas aussitôt freinées par l'eau? Oui, professeur. Mais elles sont explosives et n'ont pas besoin d'une grande vitesse pour être efficaces. Ainsi équipés, nous descendons dans une sorte de puits étroit, dont un matelot referme derrière nous hermétiquement le couvercle d'acier. Puis, la mer pénètre lentement dans notre refuge, à la grande joie de Snoopy, heureux de retrouver son élément. Nous nous laissons glisser par une trappe qui s'ouvre sous nos pieds et foulons bientôt le sable de la plage sous-marine. Après une demi-heure de marche, nous atteignons la forêt de l'île Crespo. Les algues, les herbes de toutes formes et de toutes couleurs s'élèvent verticalement, comme attirées vers la surface des eaux d'où leur vient la lumière. Au-dessus de nos têtes voguent des troupes de physalies aux tentacules bleus, des méduses opalines ou roses tendres, des pélagipanopyres qui laissent derrière elles des traînées phosphorescentes. Les rayons du soleil nous éclairent faiblement à cette profondeur de 300 pieds. À travers les plantes de la forêt sous-marine, Conseil et Ned Land ont aperçu la carcasse d'un navire rongé par les eaux, échoué là, après un naufrage sans doute depuis des siècles. Mais que font-ils? Ils ont disparu à l'intérieur de l'épave. Les voici qui reviennent. Ils marchent lourdement, portant avec peine un énorme coffre de fer qu'ils déposent sur le sable. Ned Land, armé de son couteau de chasse, force la serrure rouillée, qui cède aussitôt. Et voici qu'apparaît un amas de rubis, de saphirs, d'émeraudes et de perles, dont l'éclat scintille dans la lumière glauque. Au-dessus de ma tête, une ombre vient de passer. C'est un requin du Pacifique, le plus redoutable de cette espèce. Ses terribles mâchoires ouvertes, il nage vers le Canadien absorbé dans la contemplation de son trésor. Plus rapide que l'éclair, le capitaine Nemo s'est jeté sur son passage. Une seconde, je vois luire son poignard qui disparaît dans le flanc de l'animal. Des flots de sang rougissent les eaux et nous aveuglent. Frappé au cœur, le requin foudroyé s'élève vers la surface de l'océan. Ned Land et Conseil nous rejoignent. À travers les vitres de leurs scaphandres, je vois leurs visages bouleversés par l'émotion. Nous regagnons lentement le Nautilus, abandonnant sans regret ce trésor prodigieux qui nous est inutile. Le soir même, Ned Land chante à nouveau sa joie de se sentir vivant. Raconter cet effort de café, vous ne savez pas pourquoi. Pacifique et pacifique, eh bien, c'est moi qui les calme et à coups de trique, et on n'a pas trois qui soient plus braves que moi. Et c'est oh oh comme on est fier quand on est loup de mer. Octobre 1867. Nous évoluons maintenant parmi les îles de la Papouasie, ayant accompli près de 10 000 lieues sous les mers depuis notre arrivée à bord du Nautilus. La mer de Corail, puis le détroit de Torres, encombré de récifs à fleur d'eau, nous obligent à naviguer en surface parmi les écueils les plus redoutables. Un accident, capitaine? Un incident seulement, professeur, mais qui nous contraint d'attendre la pleine mer pour repartir. Nous sommes échoués en vue de l'île Gueboroar. Vous autorise à descendre à terre avec vos compagnons, mais soyez de retour à marée haute. Merci, capitaine. Conseil, emportons des armes. Nous mangerons ce soir du gibier, du vrai. Plus de ces poissons qui me donnent la nausée.
Je commence à comprendre les charmes de l'anthropophagie. Ned, je ne veux plus partager votre cabine. Je ne m'y sentirai pas en sûreté. Conseil, je vous aime beaucoup, mais pas assez pour vous manger sans nécessité. Au canot, embarquons! Je serais bien étonné si ces forêts que nous apercevons ne contenaient quelques gibiers qui satisfassent notre ami Ned. Qu'est-ce donc, monsieur? Des pierres qui tombent du ciel? Pas du ciel, Conseil, du rivage. Regardez ces sauvages qui gesticulent là-bas. Cette fois, nous sommes le gibier. Adieu, mon beau rêve de viande fraîche. Au Nautilus, vite! Les indigènes embarquent dans leurs pirogues pour nous poursuivre. Les papous sont à nos trousses. Vite, fermez les panneaux. Tout à fait inutile, maître Land. Ils ne peuvent rien contre le Nautilus. Mais ils vont nous envahir. Laissez-les faire. On n'entre pas chez moi sans ma permission, maître Land. Il suffit d'un peu de courant électrique dans l'escalier de fer pour interdire à ces pauvres diables l'accès du Nautilus. La marée est maintenant pleine, le Nautilus flotte à nouveau, nous pouvons quitter ces îles dangereuses. En avant, doucement. Novembre 1867, l'océan Indien. Décembre 1867. La mer Rouge. Février 1868. La Méditerranée. Mai 1868. De nouveau l'Atlantique. Le Nautilus s'arrêtera-t-il jamais dans sa course? Depuis 6 mois, nous habitons la prison flottante du mystérieux capitaine Nemo et toujours nous naviguons loin des côtes habitées. Aucun espoir d'évasion. Les journées à bord sont consacrées à l'étude. Je suis tout à la joie de mes découvertes quotidiennes dans ce monde fabuleux. Quant à Conseil, il passe le plus clair de son temps le front collé à notre hublot, identifiant les habitants des mers et les classant en embranchements, classes, sous-classes, sous-groupes et familles. Monsieur veut-il venir un instant? N'est-ce pas là un beau spécimen de céphalopode? Une pieuvre! Non, 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 mon ami. C'est un calmar et de belle taille. Ses tentacules mesurent au moins 6 mètres. Quel animal redoutable. L'épouvantable bête. Et ce bec formidable. C'est pas une pieuvre ordinaire, on dirait un gigantesque perroquet. Que j'aimerais le harponner. Votre désir va être exaucé, maître Land. Cette bête est malfaisante et peut compromettre la stabilité du Nautilus en s'y cramponnant par ses ventouses. Nous allons donc faire surface et la combattre corps à corps. Pourquoi pas avec les fusils électriques, capitaine? Ce serait plus sûr. Non, monsieur. Nos balles sont impuissantes contre cet animal. Elles ne trouvent pas assez de résistance dans son corps flasque pour éclater. Ouvrez les panneaux. Attention, capitaine! Attention, la pieuvre! Capitaine! Trop tard! Le voici enlacé, arraché du sol par les tentacules du calmar géant. Les matelots se précipitent sur la bête. Des coups de hache tranchent les bras du monstre qui glisse à la mer comme des serpents morts. Il ne lui en reste qu'un maintenant, celui qui brandit sa victime avec laquelle il regagne lentement l'océan pour s'y replonger. Ned Land, le harpon à la main, se précipite. Son arme disparaît dans le corps visqueux du poulpe qui laisse échapper sa proie. Le capitaine Nemo roule à nos pieds inanimé. Mais entouré de nos soins, il revient bientôt à lui. Merci, maître Land. Je me devais cette revanche, capitaine.
Les beautés de la mer et ses aventures n'ont pas assez de charme auprès de Ned Land pour compenser la liberté perdue. L'idée de l'évasion s'impose aussi à moi. Nous sommes à bord du Nautilus depuis 10 mois déjà. Quand, un matin de juin 1868, un événement terrible précipite notre décision. D'où vient cette détonation? Un coup de canon, monsieur, de cette frégate à 3000 sous le vent. Que monsieur me pardonne, elle court sur nous avec l'intention évidente de nous couler. Faisons des signaux, mille diables! On comprendra que nous sommes d'honnêtes gens. Misérable, veux-tu que je te cloue sur les ponts du Nautilus avant qu'il ne se précipite sur son navire? Capitaine Nemo, vous n'avez pas l'intention de couler cette frégate. Je le ferai, monsieur. L'attaque est venue, la riposte sera terrible. Descendez, vous et vos compagnons, et ne vous avisez pas de me juger. Je suis l'opprimé et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'aimais a péri. Patrie, femme, enfant, mon père, ma mère. Tout ce que je hais est là. Taisez-vous et regagnez vos cabines. Nous fuirons. Ce soir, à 9 h, le capitaine Nemo sera enfermé dans sa chambre. Ni les mécaniciens ni les hommes de l'équipage ne peuvent nous voir. Le canot est fixé à la coque du Nautilus et communique par une double porte métallique avec l'intérieur du sous-marin. Les avirons, le mât et la voile sont dans le canot. J'y ai transporté quelques provisions. Il ne nous restera qu'à nous enfermer dans l'embarcation. Je dévisserai de l'intérieur les écrous qui la retiennent et nous remonterons aussitôt à la surface. Nous sommes à quelques milles des côtes de Norvège. Entendu, Ned, ce soir à 9 h. Cependant, le Nautilus s'est mis en plongée. Sa vitesse augmente à chaque seconde. Sa coque frémit dans l'élan qui le précipite vers le navire. Emporté dans sa course insensée, le Nautilus a traversé de part en part la coque de la frégate. La vengeance du capitaine Nemo s'est accomplie. Mais pourquoi? Le soir même, à 9 h, j'abandonne ma cabine, ayant renoncé à comprendre cet homme impitoyable. Traversant le couloir désert du Nautilus, je retrouve mes compagnons blottis dans le canot. Le Nautilus navigue alors entre deux eaux, ballotté dans les vagues énormes d'une indescriptible tempête. Le capitaine Nemo semble défier les éléments comme il défie les lois des hommes. Ned Land a dévissé les écrous qui nous retiennent au navire. Un remous immense arrache l'embarcation des flancs du Nautilus. Ma tête porte violemment sur une membrure de fer et je m'évanouis. Je reprends connaissance sur un lit de varech dans une cabane de pêcheurs norvégiens. Mes deux amis souriants se penchent sur moi. Notre canot, malgré la tempête, a pu regagner la côte. Nous sommes tous trois sains et saufs, ainsi que Snoopy, qui n'a pas voulu abandonner son maître. Ainsi s'achève pour nous, chers petits amis, cette invraisemblable expédition. En 10 mois, nous avons parcouru 20 000 lieues du monde sous-marin, à travers le Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge, l'Atlantique, la mer Méditerranée, les mers australes et boréales. Bientôt, nous retrouverons notre patrie. Mais pour le capitaine Nemo, il n'y a pas de retour. Nulle terre au monde n'attend cet homme farouche qui a voulu confier le terrible secret de sa vie aux mystérieuses profondeurs de l'océan.